Bonjour, mesdames et messieurs, vous le savez, c'est toujours un réel plaisir de vous avoir tous les matins. C'est la dernière de cette semaine For You Matin qui nous amène en thématique principale du côté du Mali avec ce nouveau rapport, on va le dire comme ça, de Human Rights Watch contre les forces armées maliennes et bien sûr les alliés russes. Et ce, après le départ de la MINUSMA. On rappelle que fort est de constater que ce départ au Mali continue donc de faire des remous dans ses traditionnelles critiques. L'ONG Human Rights Watch accuse l'armée malienne et les alliés russes, dans une moindre mesure aussi, dans ce rapport, les groupes armés, d'avoir commis des atrocités contre les civils. Bien sûr, dans le pays. Alors, selon Human Rights Watch, l'armée malienne et les instructeurs russes ont délibérément tué les civils lors d'une frappe et incendie au moins 100 maisons, lors d'une opération, du moins plusieurs opérations militaires dans les villes et villages du centre-nord du Mali, et ce depuis le retrait de la mission de l'ONU en 2023. Il faut rappeler que pour ce rapport, ce qu'on ressort, c'est que la mission de maintien justement des Nations Unies ne devait pas quitter le territoire malien. C'est parce que cette mission, justement, a été chassée ou alors boutée hors que les forces armées maliennes, mais aussi les alliés russes, commettent autant ou alors ont commis autant d'exactions. C'est ce qu'on peut lire entre les lignes dans ce rapport. Mais ce matin également, en exposant les faits, cela nous permettra de revenir sur les crimes commis, cette fois-ci par la MINUSMA du côté du Mali. Entre autres, on sait qu'il y a des accusations de tir contre les manifestants. En 2019, par exemple, il y a des exécutions extrajudiciaires. On parle de viols et agressions également sexuelles des soldats de la MINUSMA contre la population. On parle des arrestations arbitraires menées par les soldats de la MINUSMA ou encore la destruction des biens par les soldats de la MINUSMA qui ont été bien sûr accusés de détruire ces biens, notamment les maisons véhicules lors de leur opération militaire. Et la MINUSMA avait indiqué que des enquêtes étaient menées, des enquêtes étaient en cours jusqu'à présent, jusqu'à ce que cette opération, cette mission ait quitté le territoire malien. Il n'y a pas eu de suite. Voilà, mesdames et messieurs, les deux tableaux que nous allons vous présenter ce matin. On va analyser, comprendre une fois de plus cette autre sortie de Human Rights Watch. Ce sera en thématique principale. Bonjour, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver ce matin encore. Vous le savez, tout à l'heure, vous aurez bien sûr la possibilité de participer. Les numéros de téléphone seront affichés au bas de votre petit écran à la maison. Vous pourrez donc appeler, donner votre point de vue, poser des questions à nos invités sur le plateau avant de les présenter. De quoi est-ce qu'on va parler dans le cadre de notre sujet d'accueil? Sujet d'accueil, nous irons en Côte d'Ivoire. La semaine dernière, on parlait de cette candidature de Madame Simone Veil, bien sûr, dans le cadre de la présidentielle prochaine. Et cette fois-ci, nous revenons, cette fois-ci, nous parlons de cette sortie du président du COJEP, Charles Blé Goudé, qui demande une amnistie pour se présenter à la prochaine élection présidentielle. Charles Blé Goudé a donc lancé cet appel solennel au président Alassane Ouattara, quitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité, mais toujours condamné dans son pays, la Côte d'Ivoire. Le président du COJEP sollicite une amnistie pour pouvoir se présenter à cette élection présidentielle d'octobre 2025. Un geste fort qui permettrait, en tout cas selon lui, de tourner définitivement la page de la crise post-électorale de 2010-2011, justement, qui avait malheureusement endeuillé le pays. Tout à l'heure, on prendra un petit reportage, des petits extraits là-dessus, ce qui nous permettra de débattre sur la question. Voilà le thème d'accueil de ce matin. Rapidement, mon panel, ceux-là qui m'accompagnent, Albert Anatola ici sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Madame Siké, je dis bonjour à mes co-combattants que vous présenterez juste après moi. Je salue l'auto-management, principalement
M. Serge Espoir Matomba, qui est le promoteur, n'est-ce pas, de cette tribune. Et je salue les techniciens qui font un travail ingrat. Ils nous mettent en vitrine, mais ils travaillent comme... Dans l'ombre. Dans l'ombre. Et je salue l'Afrique, je salue le monde, je salue naturellement et principalement la jeunesse, parce qu'il faut qu'elle sache prendre le relais de du combat que nous menons. Ouais. Nous ne sommes pas éternels, nous ne sommes pas des immortels. Il va falloir qu'ils prennent le relais comme nous l'avons fait de nos dévanciers. Quand je l'ai dit, Madame Siké, oui. Après la loi sur la bioéthique, après le consentement sexuel à partir de l'âge de 5 ans, la France, qui est le pays de tous les droits, vient de remettre autre chose sur la table ce matin. Dites-nous, il s'agit de quoi? Désormais, la Haute Autorité de la Santé est en train de préparer un document portant sur la transition de genre à partir de 16 ans. C'est-à-dire, Manuela n'est pas plus s'appeler, si Manuela décide de plus s'appeler Manuela, oui. Pour s'appeler Manuel, même si elle n'est pas majeure, elle décide de changer de sexe sans l'autorisation de ses parents. Alors, si vous vous opposez à sa volonté de pouvoir changer, n'est-ce pas, de genre, eh bien, vous serez accusé, n'est-ce pas, d'autoritarisme. C'est ce que nous dit la haute autorité de la santé du côté de la France. Et vous vous souvenez qu'il y a un peu plus de 3 ans, ils nous ont dit qu'à partir de l'âge de 5 ans, votre gamine à la maison peut être sexuellement consentante. Tout à fait. Je crois que nous avons affaire à des gens qui ont un problème avec leur cerveau. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont à proposer à l'humanité, c'est des choses en dessous de la ceinture et non des choses, j'ai envie de dire, nobles, qui ne heurtent pas la morale ni la conscience, mais sauf que là, une fois de plus, dans leur dynamique de promotion des droits LGBTQAI+, consorts, eh bien, désormais, on vous dénie votre autorité sur votre propre enfant. Parce que votre enfant ne peut pas croire que sur un coup de folie, décide de devenir soit un garçon, une femme, non plus un homme, ou alors un homme plutôt qu'une femme. Alors nous avons un problème. Nous avons un très gros problème. Et nous avons donc malheureusement sur le continent africain des individus, soit de la société civile, soit dans le champ politique, qui prennent pour modèle ce qui nous vient de cette poubelle. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Albert Anatole, ici. Merci pour également cette information. Et l'autre invité de l'autre côté, c'est M. Henri Atongana qui nous accompagne ce matin. Bonjour, monsieur Atongana, bonjour. Bonjour Madame Siké. Ravi de m'avoir invité une fois de plus dans cette messe panafricaine dans laquelle vous êtes la prêtresse en chef. Je dis bonjour à M. Albert Anatole ici, puis bonjour à tous les panafricanistes qui nous font l'honneur de nous suivre. Encore une fois, merci de m'avoir invité sur For You Media Africa. Eh bien voilà, le panel présenté, M. Henri Atongana, Albert Anatole ici. Nous allons ouvrir avec l'actualité en Côte d'Ivoire. Nous l'annoncions. Bien sûr, Charles Blé Goudé qui demande donc une amnistie pour se présenter à la prochaine élection présidentielle dans son pays. Ce sera en octobre 2025. Prenons ce petit reportage, du moins, voilà, ce récit de Fotso de la rédaction de For You Media Africa. Ensuite, on revient. C'est à la faveur d'une rencontre avec le président de la commission électorale indépendante que Charles Blé Goudé a solennellement demandé au président Ouattara de l'amnistie afin qu'il puisse se présenter à la présidentielle d'octobre 2025. J'appelle solennellement le président Ouattara à user des pouvoirs que lui confère notre constitution pour que nous puissions tourner définitivement cette page triste de notre histoire récente. Pour cela, j'appelle à ce qu'il puisse prendre une loi d'amnistie pour que soient effacées les infractions qui sont retenues contre nous. Bien que la justice internationale ait blanchi le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, pour son rôle pendant la crise ivoirienne, il reste sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison prononcée par les tribunaux ivoiriens. Et même si elle n'a pas été exécutée depuis son retour en 2022, cette peine l'empêche d'être inscrit sur les listes électorales et donc de concourir à la magistrature suprême.
Une décision qu'il a toujours contestée, soulignant qu'elle est une injustice. J'ai toujours contesté cette décision, cette condamnation que j'ai jugée politicienne. Nous étions 4 à faire l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Le président Gbagbo a été gracié. Le général Dobo a été gracié. L'ex-première dame Simone Eivé a été amnistiée. Moi pas, ni amnistié, ni gracié. C'est une injustice que je pense qu'il faut réparer. Au-delà de sa situation personnelle, Charles Blé Goudé affirme vouloir incarner la jeunesse africaine et ivoirienne sur la scène politique. Je veux pas qu'on prive l'Afrique et la Côte d'Ivoire de son atout, c'est-à-dire sa jeunesse. Je veux représenter ma génération et je souhaite qu'on ne me prive pas de ce droit-là. Le leader du COJEP, qui ne souhaite pas que la Côte d'Ivoire brûle pour une question électorale, a appelé à un dialogue inclusif. Voilà, merci à la rédaction centrale de For You Media Africa pour cet élément. Nous allons ouvrir bien sûr le panel, le débat autour de cette question, cette sortie, M. Aïssi, de Charles Blé Goudé, dans le cadre de la présidentielle en 2025. Il lance cet appel au président Alassane Ouattara, demande d'amnistie, en rappelant entre autres que Monsieur l'ancien président Laurent Gbagbo a été gracié, même s'il faut le dire que cela ne permet pas à Monsieur Gbagbo aussi d'être candidat à cette élection présidentielle, contrairement justement à Madame Simone Eviette qui a été amnistiée. Elle peut se présenter à l'élection présidentielle, même si les deux, Monsieur Laurent Gbagbo et Madame Simone Eviette, ont déclaré, bien sûr, ont été choisis pour participer à cette élection présidentielle. Alors, cette sortie du président du COJEP, M. Aïssi. Écoutez, commençons déjà par donner la définition entre la grâce présidentielle et l'amnistie. Oui. La grâce présidentielle, c'est un acte qui est pris par le président, de manière discrétionnaire par le président de la République, et qui vise non pas à effacer la condamnation du point de vue pénal d'un condamné, mais davantage à lui accorder cette fameuse grâce présidentielle, n'est-ce pas, qui lui permet justement de sortir de la prison, de ne pas être détenu, ou bien ne pas être détenu, ou bien ne pas être détenu. D'avoir sa liberté. D'avoir sa liberté de manière, voilà, mais sans effacer, n'est-ce pas, la condamnation du point de vue pénal dans son casier judiciaire. C'est un acte qui peut être voté par le Parlement. C'est un acte qui peut être pris de manière discrétionnaire par le président de la République. Par contre, l'amnistie consacre l'effacement, n'est-ce pas, du délit, de la charge pénale sur le casier judiciaire. Donc, ce qui ouvre justement la possibilité de bénéficier de tous ces droits civiques, c'est-à-dire être électeur et éligible, je parle ici de l'amnistie, alors que la grâce présidentielle vous soumet, n'est-ce pas, dans, j'ai envie de dire, la perte, n'est-ce pas, de vos droits civiques, c'est-à-dire vous ne serez être ni électeur, ni être éligible. Donc, Madame Yvette Simone Babo, je crois qu'elle a demandé à garder ce nom-là pour des raisons personnelles, a donc bénéficié de l'amnistie. C'est pour ça qu'elle pourrait être électrice et être candidate. Par contre, Laurent Gbagbo, lui, il a bénéficié d'une grâce présidentielle, alors que Charles Blé Goudé court encore après à la fois la grâce présidentielle et surtout l'amnistie. C'est ce qu'il demande pour justement pouvoir être candidat ou électeur à la prochaine élection présidentielle, enfin aux différents processus électoraux qui sont en perspective du côté de la Côte d'Ivoire. Quand on l'a dit, il faut déjà noter que ce sont les condamnations de la justice ivoirienne qui ont embrigadé, si vous voulez, les droits civiques à la fois de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé et non l'acquittement et non leur procès à la Cour pénale internationale. Il vous souvient que Laurent Gbagbo a été condamné par la justice ivoirienne à 20 ans de prison pour le casse de la BCEAO. Qui devait être partie civile au procès et qui, de tout temps, a toujours contesté. Nous allons contester
cette action publique engagée contre l'ancien président ivoirien, estimant qu'elle n'a jamais fait l'objet de quelque casse que ce soit de la part des accusés qui sont présentés par le gouvernement ivoirien. De son côté, Charles Blé Goudé a été accusé par la justice ivoirienne, n'est-ce pas, d'homicide volontaire, de viol. Et il a pris, je crois, 20 ans oui. de condamnation par la même justice. Il faut noter que ces 2 condamnations ont été prononcées par Koutumas, parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là, j'étais encore à la CPI. À la CPI, oui. Pour défendre une autre cause. Tout à fait. Donc, ils n'ont pas eu la possibilité de se défendre. Au moins, de ce point de vue, ces peines qui n'ont pas été privatives de liberté, heureusement pour eux, et du coup, la Côte d'Ivoire devrait être remise en question. Parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de se défendre, comme le veut la loi dans le cadre d'un procès équitable. Autant pour M. Blé Goudé que ce soit pour Blé Goudé, que ce soit pour le président Gbagbo. Charles Blé, le président Gbagbo, ils n'ont pas été présents à l'audience. Donc, c'est des condamnations qui sont intervenues par voie de contumace. La seconde chose, là, elle est politique. C'est-à-dire que M. Ouattara, c'est vrai, ce n'est pas un gentleman, ce n'est pas un fair play, il n'est pas fair play. S'il avait été fair play, mais surtout honnête, en tant qu'acteur politique, il aurait engagé 2 choses. La première, permettre l'aboutissement du fameux processus de réconciliation nationale qui a fait l'objet de la création des ministères confiés entre les mains de quelqu'un qui n'avait même rien à faire dans ce ministère-là. Je ne sais pas de Kakabé. Donc, malheureusement, le processus de réconciliation nationale est resté plus théorique que pratique. C'est-à-dire que c'est devenu un instrument politique pour Ouattara qui l'agite, alors qu'en réalité, vous avez encore les plaies béantes du coup de la Côte d'Ivoire par rapport à ce processus, à ce projet de réconciliation nationale. La deuxième chose qu'aurait dû faire, et puis ce processus de réconciliation nationale ne devait pas faire l'objet de la création uniquement d'un ministère. D'un ministère, oui. Ça devrait faire l'objet d'un consensus national. Ça aurait été plus efficace, d'abord plus objectif, oui. Plus inclusif et plus sérieux. D'accord. C'est-à-dire ce processus qui devait inclure tous les enfants de la Côte d'Ivoire autour, je ne sais pas quelle devait être la formule, grand débat national, bien large débat national. Dans tous les cas, il fallait intégrer toutes les composantes sociologiques et socio-culturelles de la Côte d'Ivoire pour justement parler de ce processus de réconciliation nationale en impliquant davantage les acteurs politiques et surtout les victimes des exactions ou des crimes commis en 2010-2011. Mais c'est resté une affaire théorique sur le papier avec la création des ministères bidons. La deuxième chose qu'il faut mettre en perspective, c'est que, je l'ai dit tantôt, M. Ouattara n'est pas un fair play, ce n'est pas un homme politique au sens noble du terme. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Pour que, puisqu'il a la prétention d'être très populaire en tant qu'homme politique du coup de la Côte d'Ivoire, mais je pense qu'il se devrait d'ouvrir la concurrence politique. Justement en amnistiant les autres adversaires politiques, pour que véritablement les Ivoiriens puissent choisir librement et comprendre, peut-être connaître puisse évaluer les forces des uns ou les faiblesses des uns et des autres. Mais malheureusement, il ne va jamais le faire. Parce qu'il sait qu'une élection en Côte d'Ivoire ouverte, il est perdant, comme il l'a perdu en 2010 et en 2011. Mais M. Ouattara peut nous surprendre. Il ne peut pas surprendre, il ne peut pas. Dans le contexte actuel. Il ne pourra pas répondre favorablement il ne peut pas. Il ne peut pas. Si les Ivoiriens vont à une élection inclusive, avec refonte du fichier électoral, et puis dégagement de ces acteurs, de certaines têtes qui siègent à la commission électorale indépendante, et qui pour la plupart sont soit pro-RHDP, soit pro-Ouattara, je crois que si cette commission est inclusive, M. Ouattara ne peut pas gagner une élection en Côte d'Ivoire. Sans manipulation, sans fraude, il ne peut pas. Je vous le dis parce que en 2011, ça a été le cas. Nous avons été le premier à le dire, à insister, à persister, à dire que M. Ouattara n'a pas gagné l'élection. Sinon, il aurait accepté le comptage. Entre 2011, justement, et 2024, on sera en 2025, M. Ouattara a eu le temps d'asseoir son pouvoir. Pendant ce temps, malheureusement, M. Gbagbo, entre autres,
n'était pas au pays, Charles Blé Goudé non plus, même s'il y a toujours ce soutien de leurs partisans, de leurs sympathisants. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les contextes aujourd'hui sont différents et peuvent être à l'avantage du président Ouattara? C'est tout le contraire. Expliquez. C'est-à-dire que le contexte était relativement plus favorable à la victoire de Ouattara en 2011 qu'en 2024, en 2025. Expliquez-nous. J'explique par le fait qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo est porteur Oui, d'une autre dynamique politique, oui, d'une autre idéologie politique, oui, et qui ne peut pas laisser indifférent un jeune. Et il me semble que la Côte d'Ivoire est constituée, enfin la population ivoirienne est constituée à plus de 110% de jeunes. très jeune. Et nous savons, au regard des retours que nous avons de la Côte d'Ivoire, nous avons des jeunes qui pensent qu'il faut passer à autre chose. Oui, Qu'il faut passer à autre chose. Il faut libérer la Côte d'Ivoire. Il faut que la Côte d'Ivoire soit souveraine, que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de bases militaires étrangères sur son sol. Nous avons des vidéos qui nous parviennent de ce côté-là, où vous avez une colère sourde d'une grande partie de la population ivoirienne du fait de la présence d'étrangers, notamment français et libanais oui, et marocains. C'est pas une petite colère qui convient peut-être de prendre, j'ai envie de banaliser. Elle est profonde. Et régulièrement, vous avez ceux qui ont le courage, nous avons régulièrement des téléspectateurs qui appellent de la Côte d'Ivoire, qui vous disent qu'ils sont frustrés, ils sont embrigadés, non pas la parole libre. Et il est question aujourd'hui de se libérer, d'aller dans la dynamique de la mouvance panafricaniste, souverainiste. C'est ça qu'il est question. Oui. Donc si une élection est, j'ai envie de dire, organisée dans ce contexte que je viens d'évoquer en Côte d'Ivoire, Ouattara, s'il n'a pas de soutien de Paris et l'Union européenne, il perd cette élection. Et je pense qu'il ne peut pas accepter d'organiser une élection pour la perdre par la suite. Donc il ne va donc pas ouvrir, il ne peut donc pas prendre le risque d'ouvrir le jeu de la concurrence politique. Autrement, s'il avait été très courageux, malgré le soutien du criminel Sarkozy, qui est venu l'installer sur les chars français, mais M. Ouattara aurait accepté la proposition de Laurent Gbagbo de recompter les voix. Pourquoi n'ont-ils pas accepté n'est-ce pas, de recompter les voix? Pourquoi est-ce que M. Sarkozy a été dans l'obligation de voler à son secours? Mais parce qu'il y avait une imposture. Et cette imposture, aujourd'hui, se perpétue. Nous n'avons rien contre le personnage qui s'appelle Ouattara, en dépit du fait qu'il ne soit pas quelqu'un qu'il faut absolument apprécier ou aimer pour des raisons que vous savez. Mais nous pensons que dans la dynamique d'émancipation des peuples africains qui est engagée, et surtout dans le contexte géopolitique actuel, l'Afrique n'a plus besoin de bras cassés. L'Afrique n'a plus du tout besoin de bras cassés. L'Afrique a besoin des hommes courageux, des nouveaux leaderships qui portent sa destinée vers la liberté totale, mais surtout vers la réécriture de son histoire. Une histoire d'ailleurs mal écrite, dévoyée, falsifiée par les amis de Ouattara. Merci à vous, Albert Anatole Aïssi, pour ce commentaire autour de cette actualité. Monsieur Atangana, je vous retrouve également à la suite de Monsieur Aïssi en ce qui concerne cette sortie de Charles Blé Goudé. Il appelle justement à une amnistie. Il a interpellé le président ivoirien Alassane Ouattara et voilà, revient sur sa situation en ce qui concerne voilà, cette amnistie qui demande. Il y a une présidentielle en 2025. Monsieur Atangana, que pensez-vous de cette sortie de Monsieur Blé Goudé? Est-ce que vous pensez réellement que le président Alassane Ouattara pourra répondre favorablement à cet appel au regard des enjeux? A priori, il n'a pas envie de répondre favorablement. A priori. Il reste alors la possibilité de la pression populaire. C'est-à-dire que la population fasse pression parce que la population aimerait avoir un personnage se présenter à la présidentielle. Voilà. Donc c'est cet équilibre-là. Il va un peu tester les populations. Malheureusement, en testant les populations, on arrive à des crises.
Dès qu'on arrive à des crises, on compte des morts. Vous allez me dire, il n'est pas à ça près, parce que il est arrivé au coup d'État, il est arrivé au pouvoir par un coup d'État intellectuel. D'ailleurs, la même méthode qui est très souvent utilisée dans les pays africains. C'est-à-dire que pendant une élection présidentielle, on crée une brouille électorale et c'est eux qui décident qui a gagné. Si vous m'expliquez comment Sarkozy de l'Élysée avait décidé que le vainqueur de l'élection était Ouattara, moi je vous donne le prix Nobel de la voyance. Là, je pense qu'il devrait faire voyant. Il a tout vu sauf son déclin politique. Enfin, déclin politique. Si on peut dire que ce qu'il fait était vraiment de la politique. Il a vassalisé la France. Très bien. Donc, c'est un peu ça, la situation globale. C'est-à-dire que nous sommes encore dans des pays néocolonisés, où c'est la France qui choisit qui se présente. C'est déjà là l'un des problèmes des soi-disant démocraties dans nos pays. Vous allez me dire comment? Oui, en réalité, M. Ouattara peut ne pas se présenter parce qu'on n'a pas encore étudié cette éventualité, mais il va quand même empêcher que les prétendants au trône non, non france-africains se présentent. C'est à ce jeu qu'on est en train de jouer là. Il tâte un peu la situation et puis après on voit. En plus se pose le problème de la CPI, de la Cour pénale internationale. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas très bien à quoi elle joue. C'est l'une des grosses difficultés de cette Cour, c'est qu'elle n'a pas de consistance. On ne sait pas pourquoi elle juge les gens et dans quelles conditions. Je vais m'expliquer. Oui. Ils ont été envoyés dans une cour pénale pour certains délits, apparemment, et pas pour d'autres. Apparemment. C'est-à-dire que pour certains délits, on ne sait pas très bien lesquels. La cour pénale est compétente, et pour d'autres, elle ne l'est pas. Conséquence, alors que vous êtes à la cour pénale, vous ne pouvez pas être jugé dans votre pays d'origine, parce qu'on ne peut pas vous diviser. On va diviser en deux. Comment une cour ne tient pas compte de ces aspects au point où on vous condamne alors que vous n'avez pas pu vous défendre? Le principe même de la démocratie, si on y croit, est donner la possibilité à tout le monde au moins de se défendre. Voilà, il n'était pas là, on n'a pas donné la possibilité de se défendre. En plus, on a l'impression à ce moment alors là qu'il y a une double peine. Si vous cédez à la cour pénale la possibilité de juger, vous cédez à la cour pénale. Vous ne pouvez pas dire que la cour pénale doit juger ça et pas ça. On ne comprend pas très bien ce machin-là. Enfin, c'est un machin qui a été créé pour contrôler les Africains. D'ailleurs, très peu de grands États ont été signataires de la Convention de Rome. Ceux qui ont été signataires ne l'ont pas abrogé, ne l'ont pas ratifié, comme on dit, pas abrogé. Abrogé, c'est tout le contraire. Donc voilà, c'est-à-dire les États-Unis. Vous trouvez avec une cour pénale qui ne sert à rien, qui est un instrument aux mains des néocolons. Et là, vous voyez le jeu politicien. C'est au-dessus de tout le monde. Ce machin doit être purement et simplement, c'est pas, la cour pénale doit être dissoute. C'est-à-dire que c'est un truc qui ne sert à rien. C'est un truc qui ne sert à rien parce que cette cour pénale ne va jamais juger un chef d'État européen de l'OTAN. Vous n'allez jamais juger Sarkozy. Vous n'allez jamais juger, et on y reviendra dans les crimes enfin, pour l'instant, nos conditionnels, les crimes des FAMA. On ne parle pas des crimes en République centrafricaine, on ne parle pas des crimes au Tchad, on ne parle pas des crimes dans tous les autres pays. Mais parce que là, c'est des Blancs, pas des Otaniens. Eux ne peuvent pas être jugés. D'ailleurs, très souvent, ce que vous ne savez pas, c'est que quand les armées étrangères viennent dans votre pays,
Et il y a une convention pour que votre pays ne les juge pas. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent, quand ces armées onusiennes et d'autres pays arrivent, ces armées savent qu'il y a une immunité. Il s'ensuit toujours viol, crimes de partout. Mais comme nous, Africains, on y croit. Nous adorons nos bourreaux. Je ne sais pas comment quelqu'un peut faire dans son pays pour expliquer que c'est l'ex-négrier, l'ex-colon, qui va venir juger et départager deux petits négrillons. Parce que c'est comme ça qu'eux, ils pensent. C'est pas quelle est la démarche intellectuelle qui fait que vous êtes ivoirien et vous pensez que pour juger le problème qu'il y a eu entre deux Ivoiriens, ben, il faut aller chercher un Otanien qui n'a rien à voir avec vous du point de vue culturel, qui n'a rien avec vous du point de vue, qui n'a rien à voir avec vous. Donc c'est tout le problème qu'il y a là, c'est ce jeu politicien qu'il y a. Donc il y aura juste soit la pression populaire qui va donner à M. Ouattara la possibilité d'amnistier, une pression populaire, soit alors il ne le fera pas, de façon à mettre le bâton dans les roues de tous ces chefs d'État qui sont panafricains ou qui sont souverainistes. C'est vers ça qu'on s'en va. Je ne pense pas que, voilà, maintenant, on verra. Moi, je ne suis pas d'accord avec toutes ces choses-là. Ces trucs-là, ces pays et tout, chaque pays doit être autonome. Vous ne pouvez pas expliquer que les États-Unis sont un pays autonome. Ils n'acceptent pas que les Américains soient jugés ailleurs. La France n'accepte pas que les Américains soient jugés en Afrique. Sarkozy avait d'ailleurs dit je vais chercher tout Français, quel que soit l'endroit dans le monde. Il n'avait juste pas ajouté sauf les États-Unis. Je ne vois pas un Français en train de commettre des crimes aux États-Unis et Sarkozy qui prend le téléphone qui dit à Trump ok, tu me le ramènes, il ne peut pas être jugé chez vous. Vous voyez un peu, il y a des sous-entendus dans ce genre de phrase. Pourtant, il a dit ça. En fait, il parlait de l'Afrique dans les crimes qui avaient été commis au Tchad, c'était d'ailleurs des civils, c'était pas des militaires. Donc en fait, c'est globalement ça, à mon avis. Je sors par là. Merci à vous, monsieur Atongana. Avant de poursuivre, vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur Haïssi? Oui, absolument. Il faut ajouter deux choses. La première, il faut préciser que ce n'était pas un procès pénal. Okay. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire contre Babo et Charles Blé Goudé. C'était un procès politique. Il faut que ce soit clair. Deuxième chose, lorsqu'ils sont déportés à la Cour pénale internationale, la Côte d'Ivoire n'était pas signataire du statut de Rome. Oui, oui, tout à fait. Donc, ce qui constitue une violation flagrante des droits, n'est-ce pas, de l'homme. C'est après leur déportation à la CPI que la Côte d'Ivoire ratifie le traité de Rome. Qui porte création de la CPI. La troisième chose, là je veux répondre à la préoccupation de mon grand frère Henri Atongana. Oui. Les Ivoiriens sont muselés. Ils ne peuvent pas descendre dans la rue. Vous avez les mercenaires français qui vont venir en renfort, comme en 2011. Il y a ces derniers mois, les informations provenant de Côte d'Ivoire nous laissent entendre que Ouattara a fait une commande du matériel militaire. C'est pour préparer quelle guerre? C'est pour préparer quelle guerre de ce côté-là? Les attaques djihadistes, les attaques rebelles comme en 2002. Donc, en fait, il s'agit du matériel, des instruments de répression qu'il est en train d'acquérir justement dans la perspective de l'élection de 2025. Il faut qu'on se dise les choses comme elles doivent être dites. Si M. Ouattara peut être fair play, mais nous savons qu'il n'a jamais été fair play. Quelqu'un qui vous dit l'envie qu'il ne doit rien aux Ivoiriens, mais qui doit tout à la France. Qu'attendez-vous d'un tel individu? Les documents existent. Hein? Faut pas quand vous servez un doigt de réponse inutile. M. Ouattara a dit clairement, je ne dois rien aux Ivoiriens, je dois tout à la France. Y compris son fauteuil, donc c'est quelqu'un qui est prêt à tuer une fois de plus les Ivoiriens pour contenter Paris. Il est prêt à vendre la Côte d'Ivoire, comme c'est déjà le cas. Moi, il y a des Ivoiriens qui, de manière fanfaron,
qui fanfaronnent sur la croissance à 2 chiffres de la Côte d'Ivoire. D'accord. C'est à l'honneur de l'économiste, n'est-ce pas, qui est en place de ce côté-là, que la Côte d'Ivoire a une croissance à 2 chiffres. Mais sauf que la Côte d'Ivoire est également très endettée. Donc nous pensons que 2025, ça risque de ne pas être une élection paisible. Comme d'ailleurs la plupart des élections présidentielles de la Côte d'Ivoire, la dernière élection, c'était quoi? Vous avez vu des barbares jouer avec une tête humaine, n'est-ce pas, comme un ballon, avec le phénomène des microbes, qui traquaient les militants des partis politiques de l'opposition. Ça veut tout simplement dire que là, Ouattara va décider, comme il a d'ailleurs déclaré, que c'est lui le maître du jeu et c'est lui qui doit pouvoir choisir qui peut être son adversaire politique dans une élection. Mais surtout, il va davantage choisir, non pas n'est-ce pas, les plus populaires comme Charles Blé Goudé ou bien n'est-ce pas, Laurent Gbagbo, il va choisir les bras cassés. C'est-à-dire les faire valoir comme Kakabé, oui, entre autres. On va vous... Comme Simone Babo, parce que Simone Babo, lorsqu'on amnistie Simone Babo, c'est à dessein. C'est-à-dire, elle va servir de faire valoir à une mascarade. C'est ça qui est la question. Après, on va vous dire qu'il a été réélu. Mais quelqu'un qui vous a dit, je suis par là, quelqu'un qui vous a dit, je vais me reposer, je ne peux plus faire un troisième mandat, un énième mandat, je vais me reposer, mais qui revient pour faire comprendre que non, je ne suis pas trouvé mieux dans mon propre camp politique, je suis le seul qui puisse être intelligent et à même, n'est-ce pas, de diriger la Côte d'Ivoire. Ben, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-bas, n'est-ce pas? En tout cas, c'est une absurdité que nous observons et nous pensons que c'est notre souhait. Notre souhait, c'est que ce soit une élection apaisée parce que les différentes plaies liées au processus électoral du côté de la Côte d'Ivoire ne sont pas encore pensées. Elles sont encore très brillantes, ces plaies-là. Il ne faut pas davantage continuer à ajouter de l'huile sur le feu. Merci à vous, Albert Anatole ici. Merci pour ce commentaire autour de cette actualité. On referme la page. De toutes les façons, une actualité que nous suivons, bien sûr, de près sur For You Media Africa. On va passer au sujet principal, même si on fait un détour toujours dans l'AES, mais cette fois-ci au Niger. C'est pratiquement les mêmes, on va dire quoi, là, les mêmes contextes. Au Niger, les informations de dernière minute, le gouvernement porte plainte contre le média français Radio France Internationale. Eh bien, Niamey a donc annoncé sa décision jeudi soir de porter plainte contre RFI. La décision a été prise et annoncée à l'occasion d'un conseil de ministres. Le gouvernement a décidé justement de cette plainte, notamment pour incitation au génocide et au massacre intercommunautaire sur le territoire. Selon le communiqué, une vaste campagne de désinformation est orchestrée par RFI dans un montage grossier et honteux à relents génocidaires, a ajouté bien sûr la même source accusant RFI, du moins le média français, d'être un outil de propagande de la politique extérieure de la France. Je reprends avec vous, Albert Anatole, ici, après, justement, puisqu'on parle, hein, on rappelle qu'on va aborder les deux thèmes au même moment. Et, entre autres, on parle d'un grossier et honteux montage. Et au Mali, effectivement, il y a ces accusations de Human Rights Watch. On en a aussi l'habitude. Cette fois-ci au Mali, on accuse les forces armées maliennes et les instructeurs russes d'avoir commis des exactions et on met en avant le fait que tout cela se passe justement quand ou alors parce que la MINUSMA a quitté le territoire. Écoutez, que ce soit les médias ou les ONG internationales, c'est le même projet. C'est le même projet, oui. C'est les mêmes individus, c'est les mêmes officines. Donc, c'est le même lobby, si vous voulez. En tant que journaliste, je voudrais déjà faire la part des choses. Oui. Parce que très souvent, il y en a qui estiment qu'en tant que journaliste, nous n'avons pas le devoir, l'obligation d'être rigoureux.
Oui. Lorsque ce que vous pouvez appeler les confrères commettent des erreurs liées à la violation des règles d'éthique et de déontologie professionnelle. Mais sauf que du côté de l'AS, nous n'avons pas affaire à des médias conventionnels, nous avons affaire à des mercenaires et à des propagandistes. C'est ce qui est la question. Parce que un média, un journaliste, se devrait d'être objectif dans son papier. Oui. C'est-à-dire vous présenter les faits, et rien que les faits, sans mettre des couleurs, sans mettre les vernis. Mais ces papiers, de manière très récurrente, sont des papiers à charge. Et dès lors, ça sort des principes que je viens d'énoncer. Des principes de respect des règles d'éthique et de déontologie professionnelle. Et puisqu'il s'agit des médias, vous avez d'un côté un média, vous avez les médias audio, ce sont des médias audiovisuels, je crois. Déjà, ça me pose un problème en tant qu'Africain. Oui. J'ai l'habitude de vous le dire, Madame Siké, à savoir que les relations internationales sont fondées sur les principes de réciprocité. Et c'est sur la base de ces relations internationales que certains pays étrangers peuvent avoir des médias en territoire africain. Tout à fait. Je ne comprends donc pas, Madame Siké, que aucun média, je dis bien aucun média africain ne soit présent ni ne mette en territoire européen. Et ceux qui émettent ne peuvent pas avoir la liberté de ton Il y a des médias africains, que ces médias mainstream ont sur un territoire africain. Et qui en plus ont des programmes en langue locale. Pour les radios, on leur donne jusqu'au fréquences FM, n'est-ce pas, aux ondes courtes et même aux ondes moyennes. C'est-à-dire qu'ils sont capables de... Il faut toucher le maximum possible. Oui, la population. Alors que l'inverse n'existe pas. Dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, vous avez vu le sort qui a été réservé Tout à fait. aux médias qui avaient un son de cloche différent et qui étaient accusés d'être pro-russe ou bien pro-Poutine. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait s'émouvoir de ce que, pour une fois, du côté de l'AS, on puisse suspendre pour 3 mois, encore que c'est peu un peu. 3 mois, c'est peu. Parce que je n'ai pas le sentiment que Russia Today ou bien Sputnik ont retrouvé, n'est-ce pas, de la voix du côté du territoire européen. On devait tout simplement blacklister ces médias et faire la promotion des médias africains qui présentent une autre image, qui présentent l'image d'Afrique, de la véritable information. C'est ça qui est la question. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On se plaint tous les jours, on décrit tous les jours, mais lorsqu'il y a une situation qui se présente, des mécontentements qui se présentent, on le colle 3 mois et puis ça reprend. Mais on devrait totalement les blacklister ces médias. C'est la même situation avec les ONG. Pourquoi, mais alors pourquoi c'est toujours sur le continent africain où vous avez cette déferlante de d'ONG internationales et qui exactement font également comme les médias étrangers, c'est-à-dire des rapports à charge. Des rapports à charge. Et puis vous ne verrez jamais les représentants de ces ONG sur le terrain. Vous savez quelles sont leurs sources d'information? Ils ont des relais locaux qui se recoupent essentiellement dans les médias, puisque, par exemple, Human Rights Watch reconnaît qu'ils font ces rapports sur les papiers de presse, sur les articles de presse. Ils ont des chercheurs qui font le boulot sur le terrain, allez savoir de quel côté sont recrutés ces chercheurs, oui, qui font des compilations, n'est-ce pas, de l'actualité des faits. Ils ont leur source, c'est des témoins oculaires, c'est des victimes d'exertion. Voilà où ces officines vont chercher, n'est-ce pas, de la matière pour nous pondre des conneries que nous avons l'habitude d'écouter. Et qui finance
ces ONG. Sur le site, par exemple, du Human Rights Watch, leur source de financement proviennent des legs et des dons des fondations. Mais quand vous et moi, nous savons qui sont propriétaires des fondations au monde, c'est un peu comme dire que, comme on dirait que Bill Gates fait la promotion de la santé parce que, n'est-ce pas, il est philanthrope parce qu'il finance la production des vaccins. Quand on connaît ses activités criminelles, c'est un peu comme dire que WWF fait qui s'est engagé dans la protection de l'environnement et qui est financé par qui? Par une fondation qui exerce dans les activités de pollution de l'environnement. Oui. Donc, c'est la même situation, c'est-à-dire que vous avez dans les ONG qui sont financés par... Ils vous disent qu'ils ne reçoivent pas des dons de manière directe des gouvernements, mais ils reçoivent quand même ces dons, mais pas de manière directe. Mais qui sont ces gouvernements qui leur donnent les dons, qui financent leurs activités? Mais ça veut donc tout simplement dire que ces rapports qui sont erronés pour la plupart et à charge pour l'essentiel sont commandés par des officines occidentales. Et comme par hasard, ça ne concerne que les pays africains, surtout ces pays-là, qui ont choisi la dynamique de libération, la dynamique souverainiste. Pourquoi ça n'existait pas Human Rights Watch du côté de la Chine, oui, du côté de la Russie? Oui. Pourquoi ça n'existait pas du côté de la Corée du Nord? Pourquoi ne font pas... Ils ont fait des rapports sur le génocide en cours du côté de Gaza, de l'Iran, de la Libye, de la Syrie, de l'Iran, n'est-ce pas, de la Palestine. Est-ce qu'ils ont fait les mêmes rapports sur les attaques ou l'annexion israélienne du côté de l'Irak? Je ne pense pas. Mais comme par hasard, ce sont des rapports à géométrie variable et à géographie variable. Ont-ils fait des rapports sur les crimes humains que la France commet en ce moment du côté de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie? J'ai fait des recherches sur cette question-là. Je n'ai pas vu des rapports ni International Crisis Group ou bien Amnesty International sur les crimes de la France dans les territoires outre-mer. Je n'ai pas vu non plus les rapports du Human Rights Watch sur les crimes américains des États-Unis au Soudan, en Libye et d'autres territoires du continent africain. Donc nous pensons qu'en réalité, le problème c'est nous. Nous qui donnons les autorisations à ces officines de venir nous embrouiller, nos populations, de venir nous embrouiller. Je ne voudrais pas ici faire la promotion, j'ai envie de dire, de la permissivité. Oui. Ou bien la promotion des violations des droits, de quelques droits que ce soit. Oui. Non, il s'agit ici de recadrer les choses. Nous pouvons avoir des ONG locales, bien sûr, indépendantes, qui soient capables de faire ce travail. Et il peut y avoir des et elles existent. Elles existent d'ailleurs. Mais très souvent, elles sont inféodées. Elles ne sont pas totalement indépendantes. Elles sont inféodées et même corrompues. Donc, nous pensons que là, que ce soit du côté des médias, que ce soit des ONG, il faut faire preuve de fermeté et de vigilance. Avant de passer la parole à M. Atangana pour prendre son avis, peut-être en quelques minutes, que pensez-vous de ce rapport qu'on fait par rapport au départ de la MINUSMA? Parce qu'on semble dire, ou alors penser que tout cela arrive parce que la MINUSMA a quitté le territoire malien. Madame Siké, je vais vous prendre deux contextes. Oui. Faut battre en brèche ce torchon. Je vais prendre le contexte de la République centrafricaine avec l'opération Sangaris. Que s'est-il passé du côté de la Centrafrique avec l'opération Sangaris? Il y a eu des exactions commises et des viols commis par l'armée française. Vous avez vu un rapport du Human Rights de ce côté-là? Il y a eu des exactions et des viols des soldats français en Centrafrique. Et cette affaire est portée au niveau des instances juridictionnelles françaises a été classée. Vous avez vu un rapport du Human Rights Watch de ce côté? Je prends un autre contexte. Nous sommes dans le factuel. Au Mali, l'armée française a commis des exactions de ce côté, c'est connu. Oui. Là-bas, on parlait des bavures. C'est-à-dire,
vous avez une population qui est en train de célébrer un mariage traditionnel. L'aviation civile, l'aviation militaire, l'aviation française bombarde ces populations. Leurs rapports vous disent que c'était des djihadistes, n'est-ce pas, qui ont été transformés en population civile. Vous avez vu, entre autres, hein, parce qu'il y a eu plusieurs exactions commises comme ça, non seulement par l'armée française, mais également par la MINUSMA contre les populations civiles. Vous avez vu un certain temps les rapports du UNRWA de ce côté. Mais ce que ces gens ne disent pas et ne veulent jamais dire, dans le contexte, nous sommes dans une guerre asymétrique, du côté du Sahel comme ailleurs. C'est-à-dire l'armée régulière, facilement identifiable, qui lutte contre un ennemi invisible, qui se cache parmi la population civile et qui utilise les populations civiles comme bouclier. Bon, vous, en situation, n'est-ce pas, opérationnelle, vous pouvez faire la différence entre une menace et une population, une population civile qui est inoffensive. Lorsque vous êtes dans une guerre asymétrique, j'ai le sentiment qu'il y en a qui font leur guerre étant assis dans un bureau, dans un bureau climatisé, et ils se font une idée de ce que c'est que la guerre asymétrique. Je ne peux pas m'étaler là-dessus parce que le bilan de la MINUSMA et consorts au Sahel, notamment au Mali, nous le connaissons. Donc, ils sont donc très mal placés pour critiquer le bilan actuel des FAMA, notamment les forces armées maliennes, tout comme ils sont très mal placés pour critiquer le bilan, n'est-ce pas, de l'armée burkinabé ou bien nigérienne sur le terrain. Ils sont très mal placés. Je crois qu'avant l'arrivée, avant le départ de la MINUSMA et consorts, le territoire malien était entre les mains des djihadistes à plus, je crois, 70%. À plus de 70%. Aujourd'hui, je crois que c'est toute l'intégrité du territoire qui est désormais au moins qui est contrôlée par l'armée régulière. De quoi est-ce qu'on parle? Merci à vous, Albert Anatola. Ici, Monsieur Atongana, effectivement, on fait aussi le lien avec cet autre outil, hein, le média, pour parler de l'actualité au Niger avec cette plainte du gouvernement nigérien contre le média français RFI. On parle d'une vaste campagne de désinformation orchestrée par RFI dans un montage grossier et honteux à relents génocidaires. Le gouvernement a donc décidé de porter cette plainte, notamment pour incitation au génocide et au massacre intercommunautaire sur le territoire malien. À côté de cela, effectivement, sur le territoire nigérien. À côté de cela, au Mali, on parle de cet autre outil, le rapport de cette ONG Human Rights Watch contre les forces armées maliennes et bien sûr les instructeurs russes accusés d'avoir commis des exactions. Mais comme on l'a rappelé ici sur ce plateau, lorsqu'on regarde, on fait le schéma inverse, on voit également, on analyse, on voit également les crimes commis justement par la MINUSMA, parce qu'on parle, on met en lien le départ de la MINUSMA. Or, on sait qu'au Mali, pour le cas précis, la MINUSMA a été accusée, entre autres, des actions extrajudiciaires. La MINUSMA a été accusée de viol et d'agression sexuelle. La MINUSMA a été accusée d'arrestation arbitraire. Cette mission a encore été accusée de destruction des biens ou encore de tir contre des manifestants. Monsieur Atongana, votre analyse? En fait, on est là dans une réalité qui existe depuis les indépendances. Parce que pour que les bases militaires restent et protègent les intérêts des néocolons, parce qu'en fait, ils n'ont pas voulu notre indépendance, ils ont voulu qu'on passe de la colonisation, qui était déjà une forme d'esclavage, à la néocolonisation, qui était encore de l'esclavage. Et là, ils essayent qu'on passe à de l'esclavage 2.0. En fait, le schéma reste le même. Vous vous souvenez, quand on était jeune, on avait comme radio, le seul radio, RFI et tout le tralala là. Voilà. Voilà. Vous m'entendez? Vous me savez? Très bien, très bien. Ok, d'accord. Donc, il y avait que ça. Donc, c'était ça notre source d'information. Ces sources d'information, et quand vous regardez bien, toutes les luttes contre les indépendances n'étaient pas diffusées là chez eux.
Ah oui, c'était pas diffusé. D'ailleurs, si vous regardez au Cameroun en 1971, bah, je crois que j'étais encore gamin, quand on va exécuter Ernest Wandier. C'était une exécution publique, radio-diffusée. Très bien. L'horreur. Parce que je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire avoir 5-6 ans à ce moment-là, et on vous dit, parce que c'était un jour férié pour l'exécution publique d'Ernest Wandier. C'est nouveau, hein? C'est pas très ancien. Vous croyez que ça a été radiodiffusé en France? Ça, ce sont des faits. Voilà. Est-ce que ça a été radiodiffusé en France? Pourtant, il y avait déjà ces présences médiatiques. Et alors, ces médias-là sont au service des impérialistes. Quand vous êtes africain et que vous ne comprenez pas ça, ben c'est que vous ne comprenez pas beaucoup. Et après, ils ont muté. Ils ont créé, à l'époque, ces médias étaient dirigés essentiellement par les Occidentaux, les Otaniens. Et puis, ils ont créé ces médias, ils ont mis à la tête et ils ont permis l'engagement des journalistes locaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Oui. À leur solde. Et on était grands journalistes parce qu'on était un Africain qui est dans ces machins-là. Il y a même eu des télévisions appropriées, dont je tais les noms. Et nous-mêmes, nous applaudissions nos propres frères qui étaient là. Et on disait que ça, c'est le top du journalisme. Mais vous croyez qu'ils avaient la liberté de dire ce qu'ils voulaient? C'est parce que vous avez remarqué que beaucoup d'entre eux, enfin certains en tout cas, se sont retournés. Oui. Ils sont devenus panafricanistes. Et ils savent qu'en fait, ils faisaient ça pour des raisons alimentaires. M. Albert ici en parlait. Les ONG qui les financent. Est-ce qu'on n'a pas débattu sur ce plateau, je crois, la semaine passée, d'un financement des ONG venant de la France? Tout à fait, tout à fait. Et que je me souviens, j'avais demandé, au fait, c'était d'ailleurs en millions d'euros. Et la première question que j'avais posée, c'est est-ce que vous utilisez l'euro en Afrique? Non. Et j'avais expliqué aux gens que cet argent est versé sur le compte des ONG là-bas. Et que c'est essentiellement pour payer les cadres, pour résoudre, parce qu'il ne faut pas penser qu'ils font ça pour rien. Ils font ça pour résoudre les problèmes de chômage chez eux. Alors ils vont essentiellement occuper des Otaniens, des Occidentaux chez eux. Ben alors, comme on ne supporte plus leur présence dans les rues, ils vont alors chercher 2-3 petites personnes qui vendent n'importe quoi pour vivre. Ils sont prêts à vendre leurs fils, leurs pères, leurs enfants pour vivre. Et on appelle ça il y a l'actualité en plein Cameroun. Hein. Vous vous souvenez que le ministre de l'Intérieur camerounais a décidé que certaines ONG étaient dans le blanchiment d'argent. Oui. C'est en pleine actualité. Mais là, elles étaient camerounaises. Sous le truc des droits de l'homme, ces gens-là sont là et pour eux, c'est un moyen de vie. Ces personnes-là, c'est un moyen de vie. Alors, elles sont là comme Triple A disait, ce sont ces personnes-là qui donnent les informations. Et ces informations sont soi-disant des témoignages directs. Témoignages directs. Attendez, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie. Vous avez vu le prisonnier qu'on a allé enlever? C'était tellement grossier. La journaliste américaine qui trouve un prisonnier qui est en prison depuis 3 mois, qui n'a pas vu. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire être en prisonnier pendant 3 mois sans avoir vu la lumière, sans avoir la possibilité de marcher? Même quand on vous sort de là en chaise roulante, vous ne pouvez pas vous mettre debout. Vous ne pouvez pas regarder la lumière. Vous avez vu le montage? Je voulais prendre un exemple pour dire c'est comment ils font la propagande. Mais tout le monde a avalé ça. C'est parce que vous avez vu ce montage-là où on allait chercher un prisonnier que Bachar Assad avait mis en prison et que c'est la journaliste américaine qui allait découvrir. Oh nom de Dieu, c'était tellement grossier. Et tout le monde regarde ces gens et se disait pas, mais c'est pas crédible ce que vous faites là. Donc c'est la même chose. Donc il y a ces ONG, dont je rappelle d'ailleurs qu'ils ne nient pas, Colin Powell le disait, pendant qu'ils envahissaient l'Afghanistan.
c'est un pouvoir démultiplicateur de leur force. C'est Colin Powell qui le dit. Une partie importante de leur combat. Moi, je n'invente rien. C'est Susan Nessel, une collaboratrice étroite de Hillary Clinton, qui va inventer le Smart Power. Le Smart Power, c'est les ONG qui font leur politique. C'est comme des armées. Et alors, très souvent, ils nous font le coup. C'est-à-dire qu'après, vous savez, quand on s'est plaint des colonisations, ils ont pris le noir dont on avait décrété qu'il était un bon noir, on l'a mis à la tête de l'État pour continuer à jouer le rôle du colon, mais à la peau noire. C'est la même chose qu'ils font avec des organisations soi-disant non gouvernementales. Elles sont non gouvernementales, vous me faites rire. C'est exactement comme en termes de réciprocité. Parfois, Anatole ici vient de parler de la réciprocité médiatique. Oui. Comment voulez-vous avoir la réciprocité si vous n'avez pas les moyens pour aller financer un média en France? Vous appelez ça réciprocité? Vous avez les moyens d'avoir une chaîne de télévision de type leur mainstream là-bas en France? Donc sur le papier, c'est de la réciprocité, mais ils savent que vous n'avez pas les fonds pour ouvrir ça, pour faire concurrence à leurs médias mainstream. Mais eux ont les fonds pour faire concurrence à nos médias mainstream chez nous. Au point où nous commençons à penser que eux ont raison. Vous savez, les Africains qui écoutaient beaucoup plus ces médias que les médias africains. Heureusement qu'il y a un changement de la donne. Mais cette réciprocité se retrouve aussi, nous avons discuté sur ce plateau, vous vous souvenez, de la fiscalité, quand on expliquait que les entreprises françaises ne peuvent pas payer les redevances fiscales sur le sol africain, c'était en l'occurrence le cas du Niger, parce que les entreprises nigériennes ne payent pas la fiscalité. Mais ils savent très bien qu'on n'a pas les moyens de créer des grosses sociétés en France. C'est quoi ça, une société sur votre territoire, mais elle ne paye pas la fiscalité parce qu'elle risquerait sous condition de payer une double fiscalité. Conséquence, en fait, les sociétés sont chez nous, mais elles ne payent pas de fiscalité. Parce qu'on nous ouvre la possibilité d'avoir des sociétés chez eux qui ne payent pas de fiscalité. Expliquez-moi, on va chercher les fonds pour aller créer ces sociétés chez eux, alors qu'on n'a pas déjà les fonds pour créer des sociétés chez nous. C'est une arnaque. Je me demande même qui signe souvent ce genre de contrat. Bon, moi, je vais quand même, M. Atangandji, moi, je ne le connais pas, mais j'ai applaudi quand j'ai appris qu'il va interdire le blanchiment d'argent. Je ne sais pas, les gens qui étaient contre ça, ils ne comprennent rien. D'abord, ces ONG, comme toute personne morale, doivent déposer leur bilan. Toute personne physique ou morale qui a une adresse dans un État doit déposer son bilan auprès de cet État pour des raisons fiscales. Parce que tout le monde paye les impôts, que ce soit une société, une organisation non gouvernementale ou des particuliers. Oui. On oublie tout ça. Et eux, chez nous, ne déposent pas leur bilan. Il y a aussi nos contrôleurs fiscaux qui, je ne sais pas comment ils font pas bien leur boulot. Parce que tout le monde, l'administration fiscale peut saisir n'importe qui, n'importe quand, pour justifier les mouvements de fonds. Ne serait-ce que pour des raisons fiscales et faire des redressements fiscaux. Et en même temps, détecter les blanchiments d'argent. Actuellement, un ancien ministre des Finances belge est au tribunal parce qu'on a détecté qu'il blanchit de l'argent via la loterie nationale. Actuellement, c'est en cours. Ça passe dans les médias belges. Ça n'a pas intéressé le monde entier. Et c'est un ministre des Finances important. Il a été ministre des Finances peut-être pendant 15 ans. Il s'est retrouvé ministre des Affaires étrangères et il est maintenant européen. Via la loterie nationale. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment il faisait. C'est-à-dire, en fait, on estime qu'il a blanchi à peu près 200 000 euros sur je ne sais plus combien d'années et qu'il avait encore 800 000 euros à blanchir. Moi, je n'invente rien. Ce sont des faits et ce sont les journalistes belges qui le disent. Moi, je prends juste ça en exemple. Mais M. Reynders est un homme important. C'était le président d'un des plus grands partis de Belgique.
le MR. C'est pas monsieur n'importe qui. Et alors, on a quand même trouvé qu'il blanchit l'argent via la loterie nationale et il est tenu de s'expliquer. Comment voulez-vous qu'il y ait des ONG au Cameroun et en Afrique qui ne déposent pas leur bilan pour qu'on contrôle le bilan? Et pendant ce contrôle fiscal, on doit savoir l'origine des fonds, l'utilité des fonds et éventuellement la fiscalité, appliquer les lois fiscales. Et on appose des scellés, et il y a une personne qui pense qu'elle est au-dessus de la loi parce qu'elle est avocate. Elle arrive, elle casse les scellés. Ça, c'est une vieux... Il y en a parfois, je ne sais pas comment ils font pour se sentir autant au-dessus des lois. Casser des scellés. Depuis que je suis petit, je sais que c'est un truc à ne jamais faire. Parce que quand la loi arrive, dit, vous n'avez pas le droit d'entrer pour des raisons de contrôle, vous ne pouvez pas le faire. Alors, on trouve alors des gens localement qui vivent de ça et qui organisent leur vie financière autour de ça et qui sont des indiques. C'est ces gens-là qui sont là, on ne les voit plus. Vous entendez que ONG a fait des rapports, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Vous n'avez pas vu, voilà, on leur envoie un peu d'argent pour qu'ils préparent. Et puis, quand on leur dit, écoutez, réglez vos problèmes, vos déclarations fiscales, ils commencent à vous parler de Paul Biya. Où est le rapport? Où est le rapport? Vous devrez savoir que quand vous êtes une personne morale, vous devrez déclarer. Et je suis d'accord qu'on devrait contrôler un peu plus aux ONG. Contrôler d'une manière financière, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Du moment où leur adresse est sur nos pays, c'est le rôle d'État de le contrôler. Et dès que vous essayez de contrôler, on dit que vous êtes un dictateur. Ah oui, et ils sont loin, ils peuvent aller loin. Vous vous souvenez qu'il y a un chef d'État africain vis-à-vis duquel on a dit qu'on a trouvé dans son congélateur des enfants. Oui. C'est pas, ils peuvent aller très très loin, ces médias-là. Je vous dis très très loin. Donc notre rôle est justement de contrôler. Il n'y a rien de mauvais à ce qu'on contrôle et qu'on porte plainte et qu'on condamne. Au besoin, je sors par là. Merci à vous, Monsieur Atangana. On va aller au standard. Quelques minutes avant d'aller au standard, Monsieur Kamdem est déjà calé. Monsieur Aïssi. Oui, je voudrais dire rapidement deux choses importantes. Oui. Est-ce que le bloc occidental aime tellement les Africains au point de mobiliser chaque année plusieurs millions ou bon plusieurs milliards de dollars pour financer les médias, oui, et mettre sur le territoire africain? RFI sur le continent africain, c'est pas moins de 280 millions d'euros par an. La Voix de l'Amérique, c'est pas moins de 240 millions de dollars par an. Donc ils nous aiment tellement qu'ils sont capables de mobiliser autant de ressources financières pour informer les Africains. C'est la même chose en ce qui concerne les ONG. C'est-à-dire qu'il est mobilisé beaucoup d'argent pour... C'est-à-dire le prétexte, c'est la veille permanente du point de vue du respect des droits humains et des droits de l'homme. C'est ça le nouveau dada, c'est-à-dire de l'imposture. Et la plupart de ces ONG qui sont en vue sont choisis par rapport à leur position vis-à-vis du régime. Oui. Vis-à-vis, n'est-ce pas, de la manipulation qu'ils sont capables de pouvoir faire. C'est-à-dire, ils ont un peu comme chez nous les journalistes, ils ont une ligne éditoriale. Nous qui avons par le passé travaillé pour ces médias, il faut dire que quand vous lisez le papier que vous avez envoyé, vous ne vous reconnaissez pas dans ce papier-là. Et quand vous cherchez à comprendre pourquoi est-ce que votre papier a été dénaturé, dévoyé, falsifié, il faut respecter la ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'en réalité, il vous est obligé de salir l'image de votre continent. C'est-à-dire que votre continent doit être présenté
comme le continent des calamités, de la corruption, du VIH-Sida, des coups d'État militaires, des coups d'État constitutionnels. C'est comme ça qu'il vous est imposé de présenter votre... Mais sauf que chez eux, ils ne vous diront jamais qu'il existe les sans domicile fixe qui dorment au pied de la tour Eiffel. Vous ne verrez jamais médias français vous présenter cette image, n'est-ce pas? Vous avez les bidonvilles à Paris, ils ne vous présenteront jamais une telle image. Mais chez vous, ils vous imposent. Monsieur Athéna, nous avons sur le continent africain des hommes capables d'avoir des médias en France, et partout en Europe. Mais c'est que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il leur a imposé une ligne éditoriale. Télé Sud a été racheté par qui? Africa 24 a été racheté par qui? Mais regarde la ligne éditoriale d'Africa 24, regarde la ligne éditoriale de Télé Sud. Ça n'a rien à voir avec ce que les médias font sur le continent africain. C'est ça la réalité. Donc, il faut que ce soit du point de vue des ONG ou que ce soit du point de vue, n'est-ce pas, lorsqu'on parle des ONG, on parle de Amnesty International, International Crisis Group, Human Rights Watch, Médecins Sans Frontières et consorts. Ce sont ces gens-là qui viennent sur le continent africain vous montrer qu'ils sont très préoccupés par votre mal-vivre, par vos conditions de travail, par vos conditions de vie. Je pense qu'il va falloir qu'on révise encore un peu la norme dans ce sens. Et il va de la responsabilité régalienne de nos États. La responsabilité régalienne de nos États, des États africains. On va faire un tour donc au téléphone, au standard. Et notre premier téléspectateur pour ce matin, c'est M. Kamdem. Bonjour M. Kamdem, merci d'être là avec nous. Bonjour Madame Siké, bonjour à 3A, bonjour à mon très cher grand frère M. Atana, bonjour aux techniciens et aux multitudes de panafricains. Alors, lorsque j'ai fini de saluer toute la grande famille de l'école d'éveil de conscience, Madame Siké, je vais me permettre d'aller vers la Côte d'Ivoire. Ouais. Alors, il faut être sûr qu'il n'y aura jamais une élection apaisée en Côte d'Ivoire tant que le Burkinabé, qui s'autoproclame ivoirien, qu'on appelle Alassane Ouattara, qui n'est d'ailleurs pas un homme politique, mais qui est un objet guidé par la France et l'ONU, parce qu'il faut préciser la France et l'ONU. Tant qu'il n'a pas gracié M. Blé Goudé, M. Gbagbo, il n'y aura jamais d'élection apaisée. Parce que si vous voulez, le petit Jésus de la Côte d'Ivoire aujourd'hui s'appelle Laurent Gbagbo. Et ce petit Jésus, d'ailleurs, par la voix de son épouse, a dit quelque part indemniser, n'est-ce pas, les victimes. Pourtant, il a été, n'est-ce pas, acquitté de cette forme de procédure politique qui n'a rien à voir avec des accusations que Ouattara, petit garçon, le Tintin de Matignon, ont, n'est-ce pas, voulu mettre sur lui pour salir son image. Alors, ça veut dire que tout ce monde-là n'a rien à faire en Afrique. Parce que lorsque les médias ont écrit contre Gbagbo, contre Blé Goudé et tout ça, en donnant même un chiffre de plus de 3000 morts, où le Tintin de Ouattara a même dit oui, il fallait ça, a même apprêté un vol pour la CPI, et que ce soit cette CPI, d'ailleurs, ce n'est pas la CPI, c'est une chambre d'auberge construite par l'ONU. Parce que qui dit CPI dit l'ONU. Ça, c'est une branche de l'ONU. C'est l'ONU qui construit cette chambre d'auberge uniquement avec pour clients les chefs d'État et ministres africains. Et ça, il faut bien le comprendre. Il faut très bien le comprendre. Vous ne trouverez jamais un chef d'État français ou américain ou asiatique dans cette chambre d'auberge. Elle a été uniquement construite pour les chefs d'État et ministres africains. C'est ce qu'on appelle CPI. La preuve. Voilà un PD de procureur de cette chambre d'auberge. Je dis procureur dans cette même chambre. N'est-ce pas, qui est accusé des attouchements sexuels et autres avec ses proches collaborateurs, qui jusqu'à aujourd'hui, le dossier n'a jamais été ouvert. Il n'a jamais fait l'objet d'une justice, d'un passage en audience pour qu'on sache où est la vérité. Justement, pourquoi? Parce qu'il a la peau blanche, parce qu'il appartient, n'est-ce pas, à ceux qui travaillent pour la construction de ce genre de chambre pour les chefs d'État africains et les ministres africains. Alors, quand j'ai fini de le dire, c'est pour vous donner, n'est-ce pas, pour vous dire avec certitude qu'il n'y aura jamais d'élection transparente ou apaisée en Côte d'Ivoire tant que M. Ouattara n'a pas compris que les affaires africaines se gèrent en Afrique et entre les Africains sous un baobab.
Le directeur général de la soi-disant banque pillée en Côte d'Ivoire a dit qu'il n'a jamais fait l'objet de braquage. Rien n'a été détruit chez lui. Aucun sou n'a été emporté par qui que ce soit. Vous comprenez, Madame Siké, tout de suite que c'est une affaire politique parce que Ouattara étant beau-fils de la France, le beau-père qui est chef d'État français, le petit maconiste, le Goliath, a dit à Ouattara, si tu veux rester là-bas, il faut faire partie celui-là parce que ça change la position de Laurent Gbagbo vis-à-vis de la France. Juste parce que Laurent Gbagbo a dit tout pour les Ivoiriens, rien que pour les Ivoiriens. La France n'a pas d'ordre à donner. Cette histoire déclenche même depuis l'affaire Bolloré. Alors, les présidents français ont chacun qui arrive pour mission ne pas voir Gbagbo à côté de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Malheureusement, Ouattara est tombé, n'est-ce pas, dans ce piège-là. Qui aujourd'hui, parce que je vous donne autre 6 mois, Ouattara va être, je dis malencontreusement, relâché par la France. Et j'ai peur pour lui. Je dis j'ai peur parce qu'il ne trouvera même pas asile en France, là où il a pris leur fille. Ça, c'est très dangereux. Alors, je reviens du côté du Niger. Madame Siké, j'ai toujours dit aux gens, les services secrets européens, en général, n'existent plus. Aujourd'hui, tous ces pays d'Europe ont pour service de renseignement les ONG et les médias. France 24, Africa CC, BBC cela, et puis ces ONG, Médecins sans frontières et autres. Voilà aujourd'hui les services de renseignement, n'est-ce pas, des pays de l'Occident. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire avec ce genre de personnes? Porter plainte, oui, c'est une chose, mais je crois que le meilleur remède, le plus efficace, c'est d'expulser tout ce monde des terres africaines. Il faut les expulser. C'est des gens qui sont chèrement payés, Madame Siké, même pour mettre votre tête à prix, la preuve. Ils ont commencé depuis un certain temps. J'ai des informations très précises, mais je voudrais que me donne quelques décrits pour vous l'envoyer à Poya. Ils sont déjà en train de préparer une contre-attaque, une offensive contre For You Media qui ne fait que les mettre à nu. Parce qu'ils ont laissé aujourd'hui, je vous dis, ils ont laissé aujourd'hui certains médias africains pour se pencher sur vous. Parce que pour eux, Afrique Média ne dit plus rien. For You Media devient plus cible pour la France. Ça, je vous le dis très sincèrement, mais j'ai besoin d'un acte écrit pour vous l'envoyer. Une fois que j'aurai cet acte écrit par mon ami de ce côté, je vous l'enverrai pour que vous compreniez. Donc, il faut chasser ces ONG, il faut chasser ces médias d'ailleurs qui coûtent excessivement cher à ces colons blancs pour venir nuire aux Africains en terre africaine, à la limite même les tuer. Donc, je dis courage au président Tchani du Niger, courage à mon ami du Mali, courage aux jeunes capitaines. Et aux trois d'ailleurs, je vais leur dire une chose, et surtout à M. Assimi Goïta, monsieur le chef d'état-major des armées, le général des armées, vous êtes en train de faire là une erreur fatale de votre vie en acceptant l'ouverture du corridor à Air. Air France, pour amener les mercenaires au Mali, ne viendra pas directement au Mali. Passera par le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire pour vous déstabiliser. Air France ne reprend pas la ligne pour des passagers normaux. Non, les mercenaires viendront mais n'atterriront pas au Mali. Ils iront atterrir au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire pour vous attaquer. Donc, soyez donc vigilants, renforcez votre sécurité. Alors, quand j'ai fini de le dire, j'attire l'attention de For You Media. Ne baissez pas la garde. Vous avez commencé un combat. Et ce combat est fait à juste titre. Ne baissez pas la garde parce que très bientôt vous serez intrigués par certains médias, par certains Camerounais même qui vont se faire marchander pour nuire à votre structure. Ne baissez pas la garde, vous comme nous, soyons vigilants et continuons avec ce combat. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Kamdem. Merci pour ces informations et surtout, voilà, ces informations mises en garde aussi. Nous restons ouverts. Vous connaissez les canaux par lesquels vous pouvez bien sûr nous envoyer ces différentes informations que nous allons bien sûr exploiter et nous allons bien sûr dénoncer également. Merci, nous restons en attente de toutes ces informations, Monsieur Kamdem. Et voilà, on espère que ce sera très vite. C'est le combat. On vous souhaite une bonne journée. On va rester au standard et on va prendre un autre téléspectateur. Allô? Allô?
Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. On me signale, cher monsieur, que vous êtes déjà en ligne. Euh, je, je ne sais pas. Un autre téléspectateur? Allô? Oui, Ok. Allô? oui. Al- Allô? Oui, monsieur. Allô? Oui, monsieur, bonjour. Allô? Monsieur, bonjour. Allô? Bon, je vous entends pas très bien. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes en direct. Bonjour, oui, je voudrais un peu exprimer mon indignation par rapport à l'affaire des otages qu'on a trouvés, enfin, des otages prisonniers qu'on a trouvés, qui n'avaient pas vu toute la nuit là et tout ça. Mais vraiment, ceci s'est passé par rapport à l'action de ces ONG. Oui. Vraiment, ces ONG, je ne comprends pas, ils sont capables d'aller trop loin. Parce que ça m'a rappelé immédiatement l'affaire de Ceausescu. Ça m'a rappelé l'affaire de Ceausescu, on l'a accusé de tout pour la famille. Et la même chose, il répète ça avec cette affaire de prisonnier qui a passé 30 ans en prison, sans voir la journée. Mais c'est incroyable. Ces gens sont tellement capables de tout. Vraiment, il faut les chasser du Cameroun. Il faut les chasser du Cameroun. On ne peut pas accepter des conneries comme ça avec ces gens-là. Vraiment, excusez-moi d'oublier de vous avoir salué avant de commencer mon thème, mais je suis tellement, vraiment mal en sachant que ces gens-là sont capables de faire autant de choses, autant de mal aux gens. Et ils viennent raconter n'importe quoi. Oui, aux gens, je m'appelle M. Iteki. Merci, bonne journée, c'est ce que je voulais dire. Merci à vous également, monsieur. Très bonne journée à vous. Hein. Merci d'avoir appelé ce matin, d'être passé par ici. Le standard reste ouvert, le plus 237 683 20 96 61 ou encore le plus 237 693 58 96 68 ou par Skype for You TV. Nous restons au standard. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Félicitations pour votre média, à toute l'équipe de Forum Média. Par rapport au Niger, je me demande pourquoi le gouvernement nigérien se s'appuie pour poser une plainte contre ces gens-là. Il faut les chercher une bonne partie, et vous les fermer une bonne partie. Ces gens-là, ce ne sont pas des gens avec qui il faut collaborer. Et j'abonde aussi dans le même sens que M. Kambem qui vient de l'appeler. Effectivement, moi, j'ai suivi un média camerounais que je ne citerai pas le nom. Et quand moi, je ne suis pas sur Forum, je vous dis en même temps que Forum, c'est une télévision que je regarde en longueur de journée. Je dors avec For You, je me réveille avec For You. Je change seulement de chaîne quand le programme passe en anglais, comme je ne comprends pas anglais. Et quand je quitte sur For You, il y a une chaîne. Allô? Oui, monsieur, on vous écoute très bien. Allez-y. Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Allô? Le standard, est-ce que notre téléspectateur est là? Non, malheureusement, on l'a perdu. On va tout de même encore passer quelques moments au standard. Vous pouvez appeler via... Et surtout, ne vous réécoutez pas. Je crois que c'est ça qui crée aussi ce petit temps de latence là et ce problème de communication. Beaucoup
essaye de se réécouter à la maison. Vous n'avez pas besoin de vous réécouter. Et puis, lorsque vous êtes déjà à l'antenne, vous communiquez, vous analysez, vous commentez. Allez-y tout simplement. Vous êtes déjà en direct. On vous suit très bien. Le plus 237 683 20 96 61 ou encore le plus 237 693 58 96 68 avec vous, chers téléspectateurs. Le standard, est-ce qu'on revient d'abord avec nos invités, peut-être pour un appelant? Oui. Allô? Allô? Malheureusement, on a perdu notre téléspectateur. Le temps de caler un autre, peut-être une réaction, Monsieur Aïssi, concernant... il faut rappeler que nous reviendrons vraiment de fond en comble là-dessus, parce que, voilà, c'est tout simplement la parenthèse, le temps de caler d'autres invités. Mais c'est important, les informations, l'information qui nous a été donnée par Monsieur Kamden, parce que nous avions déjà ces informations, effectivement, For You Media, dans le viseur des impérialistes, et nous savons aussi, voilà, qu'il y a des projets, une campagne d'intrigue et de sabotage, entre autres. D'autres vont même plus loin. En tout cas, nous recueillons encore ces informations d'agression. Je ne vais pas parler de meurtre, mais je m'en tiens justement à ces d'assassinats. Je m'en tiens au moins déjà ce que nous avons pu déjà avoir collecté déjà comme information, peut-être en une minute avant de revenir, de rentrer au standard. Il y a quelques semaines déjà, sur ce plateau, je vous indiquais, pour le décrier, m'offusquer de la présence pléthorique des services étrangers au Cameroun. Et avec les collabos, les amis de l'intérieur. Dans la ligne, je vous indiquais clairement qu'il y avait les promoteurs de cette chaîne. Oui. Il y avait des promoteurs de cette chaîne, voilà. Dans la ligne ennemie, les médias du groupe For You. Dans la ligne ennemie, certains panélistes. Effectivement. Certains panélistes avec la complicité des ennemis de l'intérieur. À mon niveau, j'ai engagé un certain nombre d'enquêtes, c'est en cours. J'ai quelques noms, ça je peux vous le dire, je peux vous le rassurer. J'ai quelques noms. Le moment venu, nous en ferons très bon usage. Effectivement. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, nous sommes dans la guerre. Quand nous parlons de la guerre, peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est de la blague ce que nous faisons sur ce plateau. Il n'y a pas très longtemps, je faisais un coup de gueule dans ce plateau également, où je demandais à certains téléspectateurs de nous apporter des contributions objectives et constructives, et non des trolls qui viennent attaquer nos directs ou attaquer, n'est-ce pas, les interventions des uns et des autres. Nous ne sommes pas sur ce plateau en tant qu'érudits, nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse, nous apportons notre modeste contribution. C'est un sacrifice que nous consentons, c'est lever tous les jours à 4 h du matin pour être présent sur ce plateau. C'est important. C'est un combat que nous avons pris de manière personnelle, un engagement individuel. Donc, nous avons des ennemis, mais ils vont davantage utiliser les ennemis de l'intérieur, y compris parmi nous, pour faire le seul boulot comme d'habitude. Il faut rester vigilant, raison pour laquelle je crois qu'un téléspectateur le disait hier à Yamtimba, savoir qu'il faut éviter, il faut savoir où on entre, ou avec qui on marche, pour ne pas se faire prendre comme certains de nos dévanciers se sont fait prendre, soit par empoisonnement, soit par assassinat. Je crois que ce n'est pas de la blague, ce que nous faisons, parce qu'en fait, nous sommes aux avant-postes du combat. Ce n'est pas du tout de la blague, monsieur Aïssi. De toutes les façons, le moment venu, comme vous l'avez dit, nous allons étaler, si on peut le dire ainsi, parce qu'il faut le dire, monsieur Aïssi, certains ici, à For You Media, ont déjà été suivis. La sortie, justement, après leur travail, ont été suivis. Nous allons dévoiler tout cela, mais pour le moment, nous collectons encore voilà, ces informations. Madame Fromager, vous êtes en Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour à votre invité, je ne connais pas son nom, il va m'excuser.
Bonjour à Roger qui est au standard. Bon, je vous prends en cours. Hein. Bon, le Mali, je ne sais pas trop quoi dire. Je ne sais pas si c'est le Mali ou bien c'est qui. Oui. Mais je vais parler de la Côte d'Ivoire. Je vais décevoir certaines personnes, hein, qu'elles m'excusent. Hein. Je vais décevoir peut-être ma fille Manila parce que je vais être très dur vis-à-vis de son ami Blé Goudé. Hein. Vous savez, Blé Goudé, bonjour aux grands panélistes que je vois là. Hein. Bonjour monsieur, vous êtes très brillant. Et donc, moi, je vais parler de la Côte d'Ivoire. Je vais parler de Blé Goudé. Vous savez, Blé Goudé, c'est un monsieur que nous avons soutenu, nous avons pleuré, mais Blé Goudé ce n'est pas un homme, il n'a pas la carrure d'un combattant en fait. Blé Goudé, c'est un profiteur. Et ça, je dis ça à tous les jeunes. Blé Goudé est un profiteur. Blé Goudé n'est pas charismatique. Parce que Blé Goudé, c'est vrai, au temps de la Fessi, bon, ils ont fait leur bruit, hein. Mais le combat de la Côte d'Ivoire que nous tous, nous avons vécu, nous avons souffert, ce beau combat-là, Blé Goudé, il a profité de ce combat pour se hisser où il est aujourd'hui. Blé Goudé, il a mobilisé parce que le président Laurent Gbagbo était au pouvoir. Blé Goudé, ces manifestations étaient encadrées par l'armée du président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Et donc, Blé Goudé a profité du malheur de la Côte d'Ivoire pour être où il est aujourd'hui. Gbagbo n'est plus au pouvoir. L'armée de la Côte d'Ivoire ne peut plus encadrer ces manifestations. Le président Laurent Gbagbo n'a plus d'argent pour lui donner pour organiser les manifestations. Qu'est-ce que Blé Goudé fait? Depuis le Ghana, Blé Goudé a fait un deal avec Feu Ahmed Bakayoko. Il a été arrêté. Nous, à l'époque, nous étions dans l'émotion. Nous n'avons pas vu détecter cela. Mais avec du recul aujourd'hui, et ceux qui l'avaient vu, qui le disaient, nous leur donnons raison aujourd'hui. Qui est ce personnage qu'on arrête et il est menotté les mains devant? Quand une personne est menottée, c'est dans le dos que les mains se trouvent. Blé Goudé, quand il est venu du Ghana, quand on nous l'a présenté dans leur RTI, ses mains étaient menottées par devant et il montrait. La prison où Blé Goudé se trouvait avec Feu du Beaupieux, père son âme, les images qui ont circulé, qui nous ont fait pleurer, regardez, allez revisiter ces images. Quel est ce prisonnier qu'on maltraite, qui est couché par terre et qui a une culotte très propre et blanche? Tout a été prémédité. Parce que Blé Goudé, quand il a été avec son deal, quand il est rentré, c'était pour aller enfoncer le président Laurent Gbagbo. Mais il fallait monter, il fallait bien peaufiner ce plan-là. Vous comprenez? Et donc, depuis la prison, ce n'était pas une prison, mais où il était, tout avait été préparé. Il avait même eu un avocat français. L'avocat de Blé Goudé, c'était un Français. Vous comprenez? Mais quand vous êtes accusé, et ce pourquoi vous êtes accusé, quand vous prenez votre avocat, vous parlez de ça avec lui d'abord. Et quand vous êtes d'accord avec cet avocat, en ce moment-là, il vous défend. Blé Goudé, depuis la CPI, son premier avocat, le français, le deal, c'était que le français vienne accuser le président Laurent Gbagbo avec la complicité de Blé Goudé parce qu'il avait déjà passé un deal en Côte d'Ivoire ici. Et donc, Blé Goudé, quand il est arrivé à la CPI, comme le président Laurent Gbagbo, c'est un esprit, le plan de Blé Goudé a changé quand il était face au président Laurent Gbagbo. Il ne pouvait plus continuer sa mission. Vous comprenez? Et donc, le premier jour de l'audience de Blé Goudé, après l'audience-là, le lendemain, on apprend que Blé Goudé s'est séparé de son avocat blanc. On dit, mais pourquoi Blé Goudé se sépare de son avocat blanc? Mais allez-y comprendre quelque chose. Parce que le deal qui avait été passé entre Blé Goudé et ceux qui l'ont mandaté, et le français, Blé Goudé ne voulait plus de ce deal-là. Il ne voulait plus renforcer le président Laurent Gbagbo. C'est ainsi qu'il a remplacé son avocat français après le premier jour de l'audience.
Vous comprenez? Et sa camarade Annie Kelly, qui insulte le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, elle était venue dire, elle était venue dire, Blé Goudé s'est séparé de son avocat parce que cet avocat-là voulait qu'il enfonce le président Laurent Gbagbo. Mais nous tous, nous avons eu des avocats. Avant qu'un avocat ne te défende, vous vous mettez d'accord d'abord. Et c'est quand vous êtes d'accord et que cet avocat-là va te défendre. Blé Goudé, qu'est-ce qui s'est passé avec l'avocat? Il a accepté que cet avocat le défende. Et le premier jour de son audience, il décide maintenant que cet avocat-là n'est plus son avocat parce qu'il veut qu'il enfonce le président Laurent Gbagbo. Voilà. Après ça, l'épisode de l'avocat qui voulait qu'il enfonce le président Laurent Gbagbo, après ça, Annie Kelly revient nous dire que Blé Goudé insulte le président Laurent Gbagbo en prison. Blé Goudé maltraite le président Laurent Gbagbo en prison. Steve Biko qui est en prison aujourd'hui, et puis Blé Goudé réjouit le fait qu'on l'ait arrêté, Steve Biko disait pareil. Vous comprenez? Blé Goudé, ils sont acquittés. Le président Laurent Gbagbo informe Blé Goudé que moi j'ai fait la demande de mon passeport, mais les autorités d'Abidjan refusent. Moi je m'en vais m'aligner comme un citoyen lambda à l'ambassade pour réclamer mon passeport. Tu ne viens pas? Blé Goudé dit non. Et nous tous, nous avons vu sur la chaîne France 24, où Blé Goudé disait, on dit, mais ton mentor va demander son passeport pour venir à Abidjan. Et toi? Il dit, moi, quand je venais, j'avais mon baluchon. Je n'avais aucun papier. Donc, le jour où Gbagbo s'en va, je soulève mon baluchon et je rentre en Abidjan. C'était encore la continuité du complot. Gbagbo est rentré. Quand Gbagbo devait rentrer, il dit, Blé Goudé, je rentre. Dès que Gbagbo est rentré, Blé Goudé a mis ses gars en mission pour nous trouver en inbox pour intoxiquer, pour dénigrer le président Laurent Gbagbo. Il a mis en mission ses collabos pour dire que c'est le président Laurent Gbagbo. On a dit Gbagbo, tu ne veux pas qu'il rentre. Tout ça, c'était le plan de Blé Goudé avec ses nouveaux amis pour diaboliser le président Laurent Gbagbo, déstabiliser le président Laurent Gbagbo, parce qu'il a été approché par son ami Kakabe, un jeune du PDCI qui a trahi le PDCI pour de l'argent aujourd'hui. Et donc, Blé Goudé est dans le chemin de Kakabe. Et donc, Blé Goudé, aujourd'hui, depuis longtemps, on se bat pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale. Blé Goudé s'est mis à l'écart. Aujourd'hui, comme il voit que ça avance, il s'élève et puis il demande qu'on lui donne, on fasse amnistie pour que lui soit réinscrit, pour que lui soit candidat. Mais c'est un Kakabe bis qui arrive. Blé Goudé, cher jeune, ce n'est pas un politicien, c'est un opportuniste, c'est un homme avide d'argent. Blé Goudé se sert de la jeunesse pour se construire. Blé Goudé n'a pas la carrure du président Laurent Gbagbo, c'est un peureux. Parce que c'est dans le feu qu'on voit qui est un politicien. Blé Goudé, depuis qu'il est venu ici, là, il n'a jamais demandé une manifestation. La première manifestation qu'il avait demandé, les autorités ont dit non, il a accepté. Il dit non. En tout cas, ils ont raison de dire que ça. Quel est ce politicien, cet opposant qui accepte tout ce que ceux qui sont au pouvoir décident? Mais si tu es dans ton droit, tu sais que la Constitution dit que tu as le droit de manifester, et puis l'opposition te refuse cette manifestation, mais vas-y, excusez-moi, vas-y et puis on te met en prison. Mais Blé Goudé est là. Lui, son programme, c'est attaquer le président Laurent Gbagbo, c'est mettre ses amis en mission pour venir dénigrer le président Laurent Gbagbo. Donc, ce que je vais dire de ce Blé Goudé, c'est un autre KKB qui arrive tout simplement pour de l'argent. Il s'en fiche de tous les morts, il s'en fiche de toute la souffrance des Ivoiriens. Lui, son problème, c'est sa veste, c'est sa cravate, c'est sa pétence, et puis le reste, la bastard. Bonne journée. Merci à vous, Madame Fromagier. Bonne journée à vous. Vous comprenez que je ne peux pas, que je suis obligée de sanctionner quand même certains propos que vous avez tenus. Nous conservons bien sûr votre point de vue, nous l'enregistrons, nous le respectons, mais voilà, nous sommes obligés de sanctionner tout ce qui a trait aux injures. Voilà, ça, nous sanctionnons cela. En tout cas, merci à vous, Madame Fromagier, d'avoir appelé. Et je crois qu'on prendra le dernier avant de revenir rapidement avec nos invités. Et le dernier téléspectateur depuis la Côte d'Ivoire, je pense. Allô? Allô? Oui. Vous m'entendez? Très bien, monsieur. Bonjour, bonjour, de la CIC, bonjour, docteur Sango.
Monsieur Aïzi, s'il vous plaît, excusez-moi, bonjour aussi à l'autre téléspectateur. Je voulais me prononcer sur le cas de la Côte d'Ivoire. Moi, ce que je vais dire simplement, c'est que Blé Goudé demande une amnistie. Pour moi, c'est un chef de parti politique. Voilà, il a pleinement raison d'aller demander une loi d'amnistie pour qu'il soit réinscrit sur la liste électorale. Mais pour moi, c'est une mauvaise image pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ce genre de choses, des leaders politiques qui sont obligés de demander une loi d'amnistie. Aller ça et là, des manifestations, tout ça, c'est pas bien. Ça présage pas quelque chose de bien pour la Côte d'Ivoire. Et ça, les correspondants, les analystes l'ont dit. Pour moi, le président Ouattara devait éviter ce genre de choses. Nous sortons d'une grave crise en 2011 qui a fait de nombreux morts. Donc pour moi, ce n'est même pas bien. Il devait être le garant de la paix, de la réconciliation. Blé Goudé, Laurent Gbagbo et tous les autres ne devaient même pas se lever pour aller demander passeport et demander à être inscrit sur la liste électorale. Je crois que le RHDP, le parti au pouvoir, est en train de préparer des incidents. C'est pas bien, c'est très orageux pour la Côte d'Ivoire. Et moi, je profite de la télévision For You Media pour lancer un appel à la communauté internationale, pour lancer un appel à tous les Africains de se pencher sur le cas de la Côte d'Ivoire. Il faut que les gens se penchent sur le cas de la Côte d'Ivoire parce que ce qu'on entend ça et là, ce qu'on voit ça et là, c'est pas bon du tout. On a l'impression que 2010 c'est petit. On a l'impression que 3000 morts, c'est petit. On a l'impression que ce qui arrive là sera plus grave que 2010. Donc il faut que la communauté internationale, le monde entier, se penche beaucoup sur le cas de la Côte d'Ivoire parce que nous sommes fatigués. Le correspondant de l'autre côté en ligne a dit qu'il demande au peuple de descendre dans la rue pour pouvoir faire. Et le docteur Aïzi a bien dit que le peuple ivoirien est pris en otage, le peuple ivoirien ne peut pas descendre dans la rue. C'est très vrai, c'est la vérité. Aujourd'hui, le peuple ivoirien est pris en otage, muselé. Nous sommes sur écoute, des caméras partout en Côte d'Ivoire. Tu parles, on te met en prison. Tu appelles quelqu'un, tu prononces des mots, on t'arrête, on te met en prison. Tu marches contre la vie chère, on te met en prison. Il y a actuellement même des photos qui circulent où le manifestant principal, Zadi Guillaume, qui avait manifesté contre la vie chère, a été écroué à la maca. Des clous ont été enfoncés dans son ventre. Vous voyez? Donc, il y a une torture, il y a des arrestations arbitraires. Aucun Ivoirien ne peut descendre dans la rue. Aucun soldat ne peut faire un coup d'État parce qu'eux-mêmes, ils sont surveillés. Donc, il faut que les gens se pensent sur la Côte d'Ivoire. J'appelle les Camerounais, j'appelle les Gabonais, j'appelle tous les Africains à se pencher sur le cas de la Côte d'Ivoire, à parler à Ouattara. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont des amis de Ouattara. Il faut qu'il lui parle pour qu'il fasse une élection apaisée, une élection tranquille en Côte d'Ivoire. Évitons 2010. Évitons plus grave que 2010. C'est très grave ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Donc, si Blé Goudé allait demander une loi d'amnistie, moi, je vais pas faire comme Mme Fromager, je ne veux pas l'attaquer, mais je vais simplement dire que je ne suis pas un supporter de Blé Goudé, je suis un membre du PPACI, mais pour moi, Blé Goudé, c'est un chef de parti politique, il allait demander une loi d'amnistie pour être réinscrit sur la liste électorale, c'est de bonne guerre, mais ce n'est pas bien pour l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut que la communauté internationale ait pitié de nous, regarde la Côte d'Ivoire, pas la Ouattara, se penche plus sur le cas de la Côte d'Ivoire pour qu'on ait une élection apaisée, transparente comme au Ghana. Ceci dit, je vais aller sur la suspension des RFI au Niger. Pour moi, ces chaînes internationaux, je salue d'abord la décision du gouvernement nigérien qui prend les dispositions. C'est ce que nous voulons pour l'Afrique. Il faut que nous soyons dignes de dire non quand il doit dire non et de dire oui quand il faut dire oui. Moi, je ne parle pas de les chasser, aller non. Pour moi, ce que nous cherchons, c'est la réciprocité, c'est le respect. Et je pense que nous avons obtenu ce respect. Si aujourd'hui les Africains sont capables de chasser un média français, ça veut dire qu'il y a une avancée majeure en Afrique. Voilà. Et c'est ce que nous voulons. Si Air France vient au Mali pour demander à revenir, c'est ça. Nous allons reposer les jalons. Nous allons dire non quand il le faut. Donc je suis d'accord avec le président Tchani qui a bien fait. S'ils font des propagandes, ils annoncent des choses qui ne sont pas vraies, ils doivent être suspendus.
Et ça, c'est clair, et ça, c'est normal. Ainsi que les ONG qui est au Mali. Vous n'êtes même pas, vous êtes là, il y a longtemps qu'on massacre le peuple malien, vous ne dites rien, vous étiez là, vous n'avez rien dit. Aujourd'hui que les soldats avancent, qu'on gagne du terrain, vous venez faire des affirmations gratuites sans fondement. Je pense que les gens doivent se ressaisir, ils doivent s'agir et faire attention à leurs médias. Leurs journalistes politiciens, qui ne sont pas des journalistes, mais qui font de la propagande, qui donnent des informations, et ça et là, n'importe comment, doivent être recadrés. Et je pense que le président Tchani a très bien fait de suspendre RFI quand ils vont se rafraîchir, quand ils vont prendre conscience. Voilà, ils reviendront dans de meilleurs sentiments. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, le temps est avancé. Merci beaucoup à For You Media et puis merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Merci à vous. Merci à vous, cher monsieur. On referme le standard, on revient sur le plateau très rapidement, seulement pour les derniers mots avec nos invités. Monsieur à Tongana, en 1 minute, pour sortir ici à la suite de nos téléspectateurs. Oui, il reste en effet très peu de temps. Je pense que les Africains doivent prendre conscience de ce que les ONG et de ne plus accepter que ces ONG soient comme ça, même s'il y a d'autres personnes qui en vivent. En fait, c'est ça le truc. Il y a des personnes qui vivent de ces ONG et qui sont des personnes locales, avec la couleur locale, donc difficile à détecter, et qui défendent leurs intérêts, et qui se présentent malheureusement aux populations comme des gens ayant ayant des choses en plus, vous ne savez pas trop bien quoi. Voilà, et c'est à nous de faire attention et bien de détecter. Je comprends que dans certaines circonstances, il y a des gens qui quand on dit ventre affamé n'a point d'oreille, et que s'il y a ces gens qui nous inondent d'argent, inondés d'argent, parce que ce sont des miettes. Mais quand vous êtes en Afrique, quand vous avez quelques miettes, voilà, tout en sachant aussi qu'il est plus facile à ces pays d'envoyer ces sommes d'argent parce qu'ils battent notre monnaie et ça ne leur coûte rien de les envoyer. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vous dit qu'on a donné 1 500 000 €, c'est au compte de l'ONG là-bas. Et ce qui arrive chez vous, c'est le franc CFA, donc du papier. Et ça ne leur coûte rien en termes de coût. Et d'ailleurs, en plus, quand je parlais des médias, de la réciprocité médiatique, oui, on a des médias, un peu comme il y a eu Télésud et tout ça, mais je parlais d'une réciprocité aussi financière, parce que quand vous regardez les budgets de ces grands groupes, les plus grands là-bas, c'est quand même 10 fois supérieur au budget des chaînes comme Afrique Sud. Mais j'encourage le fait que nous ayons des médias là-bas, et je suis tout à fait d'accord que nous en avons et qu'il faut en avoir. Mais on n'a pas les budgets pour les développer proprement. Ouais. Je sors pas. Merci à vous, monsieur Atongana. Monsieur Haïti, en 1 minute. 2 choses. Je voudrais rapidement rebondir au propos du dernier appelant du Côte d'Ivoire. Oui. On ne peut pas combattre la communauté internationale et accepter qu'elle vienne s'ingérer dans nos affaires internes. Parce que la réciprocité n'existe pas. Oui. Et puis la communauté internationale est à l'origine des problèmes et non des solutions sur le continent africain. Donc, il a dit clairement que les problèmes africains, les solutions africaines. Il faut que ça doit être fait comme ça. Oui. Donc, c'est Ouattara qui a été placé dans le fauteuil présidentiel par la communauté internationale via la France. Oui. Demander aujourd'hui à cette communauté internationale de venir jouer les arbitres dans le jeu politique français, ivoirien, tant pour moi, c'est être en contradiction avec notre idéologie, mais surtout ce que nous décrions. La deuxième chose qu'il faut dire, même si vous avez des journalistes, correspondants de quelques médias étrangers qui vivent de cela, ou bien des collabos qui vivent des activités d'ONG qui leur donnent de l'argent, et si ça met en danger la sûreté et la sécurité de l'État, il y a un problème. Si cette collaboration, ce partenariat, je ne sais pas quelle est la base juridique de leur relation, ça devient un problème de sûreté et de sécurité nationale. Il faut y mettre un terme. On ne joue pas avec ça. On ne va pas nous dire que... Et en plus, pourquoi est-ce qu'il y a des sujets qui les intéressent, ces ONG internationales, et d'autres qui ne les intéressent pas du tout? Oui, la question est là. Et pourquoi c'est toujours sur le continent africain qui vient déverser
n'est-ce pas, le torchon, comme ils les appellent. Pourquoi suivre le continent africain qui est concerné? Justement, lorsque nous nous projetons dans l'histoire, les ONG ont été au cœur de la déstabilisation de certains régimes. Bokassa, par exemple, ce sont les ONG qui étaient à l'origine de la déstabilisation, n'est-ce pas, de ces régimes. Nous allons au Tchad, Tombalbaye. Nous allons, j'ai envie de dire, du côté de la Libye. Les ONG ont été les têtes de pont de la déstabilisation des États. Pourquoi donc continuer et accepter la présence de ces officiers sur notre territoire? Il ne doit pas avoir... Il faut faire preuve de fermeté. Si vous avez un ancêtre, un proche ou un parent qui a perdu la vie du fait des activités ou des actions des impérialistes, vous ne pouvez pas être tolérant. Madame Siké. J'insiste là-dessus, vous ne pouvez pas être tolérant. Au début des années, j'ai dit à la fin des années 80, il y avait les ONG internationales avaient mené des activités nobles sur le territoire, sur le continent africain. Mais depuis la fin des années 90, début des années 2000, ces ONG ont migré du point de vue idéologique, du point de vue de leur implication. D'abord, il y en a qui s'investissent dans les secteurs de l'éducation, de la santé, mais est-ce qu'une ONG a les moyens de pouvoir, je veux dire, se substituer à l'État pour apporter la solution aux questions d'éducation, aux questions de santé, aux questions d'amélioration, plus globalement, des conditions de vie de la population? Je ne pense pas. C'est le temps que très souvent, ces activités ne sont pas contrôlées. Je vais sortir par un autre point. Dans le contexte du Covid-19, il y a eu une ONG internationale qui menait des enquêtes de terrain à l'extrême nord contre espèces sonnantes et trébuchantes. C'était quoi l'objectif de cette enquête de terrain? Avec l'autorisation, avec le recul, on s'est rendu compte que Yaoundé n'était pas au courant de cette enquête de terrain, de cette ONG spécialisée dans les questions de santé publique. Je crois qu'il faut donc faire très attention. Surtout que le contexte actuel, je parle du contexte géopolitique où ils nourrissent des projets de déstabilisation et de recolonisation de l'Afrique. Il faut savoir qui est qui et qui fait quoi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire africain. Merci une fois de plus à vous, M. Albert Anatola, ici. Merci à M. Atongana. Merci à nos téléspectateurs. Merci, vous êtes nombreux à avoir participé ce matin et nous avoir suivis. On vous souhaite donc une très belle journée, surtout un très bon week-end. Restez en compagnie des programmes de For You Media Africa, vous le savez, les grands débats également le samedi. Lorsqu'il sera exactement 16h GMT, ce sera l'international avec Mbarga, avec vous, et un grand panel, et le dimanche avec grand angle pour une présentation de Bégoudé Madone. Mais avant cela, ce soir, vous allez retrouver non seulement vos différentes éditions d'information avec Ndix, Mbala, entre autres, ou encore Elundu, et le point sur l'actualité avec Guéné lorsqu'il sera exactement 17h GMT. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.